Bonjour D'accord, à ça va faire tous. une partie plus informelle, hein, donc on n'est pas obligé de tout enregistrer. Ouais, de toute façon, on peut faire de l'editing après. D'accord, parfait. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Merci. Merci surtout à Amélie qui a accepté de présenter ses travaux pour ce séminaire. Amélie, c'est une vieille connaissance de MSS Math, car elle a fait sa thèse chez nous. Elle est aujourd'hui, après un long passage à l'Université d'Hanovre en Allemagne, maître de conférences au LMT Cachan. Et aujourd'hui, il va nous parler des méthodes d'écriture. Donc, merci Amélie, et je te laisse la parole. L'indication, c'est pour tout le monde la même. Arrêtez les micros, arrêtez les caméras. Et pour les questions à la fin de la présentation, vous réservez votre créneau sur le chat et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Andrea, pour l'introduction et pour l'invitation. Donc, comme a dit Andrea, moi, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour rejoindre mes anciens collègues du MSS Math. Donc, pour les plus jeunes, j'ai fait ma thèse donc, au MSS Math à l'époque où vous étiez encore à Châtenay-Malabry avec Denis sur un sujet de nanomécanique. C'était une approche par éléments finis pour calculer des nuages électroniques, notamment avec des modèles réduits de type Hartree-Fock pour des systèmes à grande dimension. Donc, après ce temps-là, au MSS Math, je suis partie, comme il a été dit, à Hanovre. Et donc, à Hanovre, ils ont particulièrement apprécié au départ, quand ils m'ont embauché, l'expérience d'enseignement que j'avais eue à Centrale. Je remercie Denis pour ça. J'ai pu participer au TD du cours de mécanique où on pouvait balayer pas mal de compétences et de domaines de la mécanique. Ça a été drôlement apprécié pour mon poste d'enseignant-chercheur. Et là-bas, j'ai pu enseigner deux modules particulièrement. Un module de mécanique du contact qui est assez historique à Hanovre. Ils travaillent beaucoup sur le contact des pneus puisqu'ils ont l'usine Continental qui a son siège historique à Hanovre. Et puis, j'ai monté un autre cours moi-même, un cours d'éléments finis stochastiques. Et à Hanovre, j'ai également entendu beaucoup parler du MSS Math pour deux raisons. La première, c'était la méthode Harlequin, qui avait été utilisée par des membres de l'équipe. Et la deuxième, c'était parce que Erwin Stein travaillait dans cet institut et il avait été accueilli par Bing, Denis, Régis et toute l'équipe de Admos l'année où Admos avait été organisé dans les locaux de MSS Math à Châtenay-Malabry. Donc après, pour les activités de recherche à Hanovre, ça a été assez particulier. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait une grosse collaboration avec le LMT. Donc, cette collaboration, elle avait lieu dans le cadre d'un IRTG. Donc, un IRTG, c'est un financement très particulier qui est proposé par la DFG, la Fondation pour la recherche allemande, qui propose un financement pour un groupe de thèses. Donc, en fait, quand le financement est accepté, c'est au minimum 15 thèses financées et au maximum environ 30 thèses financées. Et c'est ce qui a eu lieu entre le LMT et Hanovre. À ce moment-là, il y avait, pour avoir un ordre de grandeur, il n'y avait que deux groupes comme ça entre la France et l'Allemagne. Et ce groupe était mené au niveau LMT par Olivier Alix et du côté Hanovre par Peter Briggers. Donc, quand je suis arrivée là-bas, ce groupe existait déjà depuis un moment, puisqu'il avait été fondé en 2010. Et donc, le professeur qui m'accueillait, c'était Udo Nakenhorst, puisqu'en Allemagne, on est accueilli par un prof qui mène son équipe. Naturellement, il s'est dit, c'est bien, la postdoc, elle arrive, elle va pouvoir collaborer avec un doctorant qui collabore avec la France pour être un peu un facilitateur de cette collaboration franco-allemande. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté le MSS Math pour aller à 800 km et travailler sur la latine PGD avec le LMT. Donc, le doctorant que j'encadrais, il s'appelle Mainak Bhattacharya. Il travaillait pour la latine PGD pour de la fatigue à faible nombre de cycles et puis à très grand nombre de cycles. La collaboration s'est bien passée et ça a mené à une co-tutelle de thèse qui a été soutenue en 2018 avec David Néron et Pierre Ladves du côté ENS. Par la suite, j'ai pu collaborer donc à la dernière phase de cette même collaboration pour deux doctorants, Shadi Alamedine, qui a soutenu il y a quelques mois, qui faisait également de la latine PGD pour la fatigue, mais en chargement aléatoire. Donc, c'était à peu près les mêmes outils numériques et des développements que ce qu'avait fait Mainak. Et en plus, il a utilisé des réseaux de neurones pour calculer l'étape locale de la latine, donc pour calculer le comportement non linéaire des matériaux. En parallèle de ça, j'avais une activité qui était très différente, aussi sur la fatigue, mais là, plutôt au niveau modélisation, où j'ai co-supervisé Weiran Zhang, qui a proposé de modéliser l'endommagement et l'évolution de l'endommagement par des processus stochastiques à la place des comportements classiques d'évolution d'endommagement. Donc ça, c'était une collaboration avec Rodrigue Demora. Donc en parallèle de ces activités qui étaient très tournées vers la France, j'ai eu des activités vraiment plutôt
germano-allemande, on va dire, avec un financement propre que j'ai obtenu. C'est un financement type ANR. Donc, c'était pour les approches, numériques, pour prendre en compte des incertitudes mixtes, épistémiques aléatoires, pour le manque de connaissances pour les champs aléatoires d'entrée. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet-là. C'est un sujet assez particulier sur les incertitudes. Donc voilà, et comme il a été dit, finalement, en septembre dernier, je suis arrivée au LMT, et donc ce que je vais vous présenter, c'est des activités de recherche que je fais au LMT, toujours en collaboration avec un de mes anciens collaborateurs en Allemagne, qui est à Hanovre, à l'Institut de mécanique continue. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vous avez des questions. Je pense qu'il doit y avoir une possibilité pour lever la main et prendre la parole. Donc, l'idée de ces approches, donc on va discuter aujourd'hui, ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'intérêt d'avoir un échantillonnage adaptatif pour des méthodes par crigeage. Donc, d'abord, c'est assez en continuité avec ce qui a été présenté la semaine dernière par un de vos doctorants au MSS Math. Donc, je vais juste reprendre une petite introduction pour ceux qui n'ont pas assisté à ce séminaire, et peut-être pour ceux qui ont déjà assisté à ce séminaire, ça va être un peu de la redite. L'idée, c'est qu'en stochastique, classiquement, les approches, c'est plutôt des approches type Monte Carlo, où ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un élément clé qui va être le générateur de nombres aléatoires, qui va représenter une probabilité, c'est ce qu'on voit là avec ce nuage de points. Donc, ça représente une probabilité des paramètres d'entrée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les points, ils sont très répartis aux endroits où ils sont le plus probables. Donc, on se retrouve avec un nuage de points. Ici, par exemple, ça représente une gaussienne. Centré sur le point 0, 0, et on voit qu'on va avoir un très grand nombre de calculs qui vont être faits pour à peu près les mêmes valeurs de paramètres d'entrée et qui vont nous donner une répétition de calculs déterministes très coûteux qui ne sont pas forcément très pertinents. Donc cette approche-là, quand le calcul pour chaque paramètre d'entrée est à faible coût, typiquement ce qu'on peut voir dans les banques ou dans des calculs qui sont très peu chers, c'est pertinent parce que finalement, on peut se permettre de calculer 100 000 fois et 50 000 fois à peu près la même chose. Pour des calculs typiques de ce qu'on fait en mécanique, avec des calculs lourds, on peut se poser la question de l'intérêt de faire ça et de répéter des scénarios de calcul qui sont quasiment similaires. Donc, il y a d'autres approches qui ont été proposées à la place de faire ça, c'est de se dire, finalement, on va d'abord étudier la réponse et on va interpoler entre des points qui vont être représentatifs de la surface globale. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est une approche par colocation, où on aurait des points qui représenteraient un schéma de colocation, et après, on va interpoler de manière polynomiale. Donc, ce qu'on voit dans les deux cas, c'est que chaque point va correspondre à une simulation déterministe, et donc on va répéter ces simulations. Ici, on ne parle pas des approches intrusives, et donc l'intérêt de ces approches, là, dans la partie de droite, c'est qu'on va réduire le nombre de points de calcul. Donc, quand on fait ça, finalement, on se retrouve à avoir un espace paramétrique. On va avoir des échantillons qui vont représenter le comportement. Pour chaque échantillon considéré ou chaque observation considérée, on va utiliser quelque chose, qui est un genre de boîte noire, qui va nous donner une sortie. Et à partir de cette sortie-là, l'intérêt, c'est de dire, à partir de la connaissance de quelque évaluation, est-ce qu'on est capable d'estimer la réponse pour les autres points et effectivement pour l'ensemble des autres points pour avoir l'intégralité de la surface de réponse. Une fois qu'on aura la surface de réponse, on peut l'utiliser de manière paramétrique classique ou de manière stochastique ou pour faire du risque ou pour faire ce qu'on veut. On a déjà l'idée de ce qu'on veut avoir. Et donc, l'intérêt qu'on a ici, c'est qu'on va réduire drastiquement le nombre de calculs par rapport à une approche type Monte Carlo. Bien sûr, dans la littérature, il y a une grande variété de schémas proposés pour arriver à avoir cette surface de réponse. Donc ici, moi, je vais m'intéresser aux approches par crigeage, donc comme ça a été présenté la semaine dernière déjà. Donc Krige, c'était un statisticien de Sud-Afrique et notamment un ingénieur pour l'ingénierie des mines. Donc l'intérêt qu'il avait au départ, c'est de se dire, imaginons que là, ce soit une dimension avec la dimension de ma mine. Si je fais des forages, je vais les faire en des points finis. Bien sûr, je ne peux pas forer tout mon sol. Et maintenant, comment je vais interpréter ce qui se passe entre les points que j'ai forés? Et donc, l'intérêt de cette méthode-là, ou l'apport de cette méthode-là, c'est que c'est une interpolation globale. Donc, on va interpoler avec l'utilisation de tous les points. Et on va rajouter à une interpolation classique un processus gaussien. Donc, finalement, on va dire que cette interpolation globale, c'est juste un processus gaussien qui utilise les données de tous les points. Donc, chaque point va se retrouver être une variable aléatoire qui va avoir une distribution gaussienne.
Et les points d'observation, l'intérêt qu'on a avec du crégeage, c'est que c'est une approche par interpolation. Donc, chaque point qui a été observé est représenté exactement. Donc ici, on se retrouve avec une réalisation du processus gaussien. On pourrait en avoir une deuxième, aléatoirement, une troisième, une quatrième et une infinité de réalisations. Ce qu'on peut voir, c'est que comment on va analyser ça? On va analyser finalement a posteriori la moyenne de ces réalisations. Et donc, on va avoir ici la moyenne qui va nous donner une surface de réponse de notre fonction. Ce qui a été étudié la semaine dernière, c'était comment, une fois qu'on avait cette fonction, on pouvait interpoler entre ces points-là. La vraie question qui s'était posée la semaine dernière, et qui est la question classique, c'était est-ce que finalement on arrive à bien représenter la surface réelle? Donc là, ce qu'on voit en M chapeau, c'est le métamodèle, donc ce qui a été interpolé, et la fonction qui est représentée en rouge, c'est la fonction exacte. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des endroits où on a une représentation qui est assez fiable, et ici, on a une représentation qui est assez fausse. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de point d'observation dans toute cette zone-là, et donc, par cette méthode d'écrégeage-là, quand on n'a pas de point d'observation, on tend vers la moyenne qu'on retrouve ici, c'est la moyenne des points qu'on a observés par ailleurs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la semaine dernière, ce qu'on avait discuté, c'est, excusez-moi, je vais reprendre plutôt cette illustration-là. La semaine dernière, ce qui a été discuté beaucoup, c'est quel était le noyau d'autocorrélation qu'on considérait et l'influence du noyau d'autocorrélation. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'écrégeage, vu qu'on utilise un processus gaussien, on va assumer ou considérer en hypothèse de départ un noyau d'autocorrélation qui va nous donner la forme qu'ont la corrélation ou la décroissance de la corrélation entre deux points d'observation en fonction de la distance. Pour ça, on peut utiliser différents noyaux comme il a été discuté. Et donc, une des activités de recherche, c'est de se dire, est-ce que finalement, je peux avoir la meilleure interpolation possible en utilisant les mêmes observations et en ayant le meilleur fitting. Ici, c'est une autre problématique qu'on va discuter. La problématique, c'est de se dire, finalement, avec mon processus gaussien, est-ce que je suis capable d'avoir une information qui va me permettre d'avoir un schéma adaptatif et de raffiner mon modèle? Donc ça, c'est assez classique quand on vient des éléments finis, où on se dit, bon, ben, on peut arriver à analyser l'erreur et à rajouter des nœuds au maillage et on va avoir une meilleure approximation. Donc intuitivement, on se dit, bon, ben, ça, a priori, on va pouvoir le faire. Donc, ce qui est assez classique comme première illustration pour voir comment, avec les processus gaussiens, on peut faire ça, c'est que par le processus gaussien, on peut avoir la variance qu'offre le processus gaussien entre les différents points. Donc, bien sûr, la variance, elle est nulle au point d'observation, puisqu'on les connaît exactement. Et après, ce qu'on peut voir, c'est que cette variance-là, elle varie fortement de l'endroit. Donc là, vous voyez une variance très forte, alors qu'à d'autres endroits, on voit une variance qui est relativement faible. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'il est possible d'optimiser ces nouvelles observations? Donc, l'idée qu'on a, c'est qu'on part d'un ensemble d'observations ou d'expériences qui nous donne une information disponible. Cette information, elle nous permet de créer un métamodèle. Ce métamodèle, il est par nature incertain et de manière épistémique, il est incertain. C'est-à-dire qu'il est incertain parce qu'on a un manque de connaissances, mais il n'y a aucune incertitude intrinsèque. Donc, c'est-à-dire que si on avait la connaissance globale, on pourrait avoir un métamodèle parfait. Donc, finalement, ce qu'il nous faut, le défi qu'on a, c'est d'évaluer le manque de connaissances. Si on arrive à avoir une bonne connaissance du manque de connaissances, on sait où il nous faut rajouter les points. Donc, finalement, on arrive ici à avoir un nouveau plan d'expérience. On peut rajouter une expérience, on peut avoir une nouvelle information, on peut créer un nouveau métamodèle, et comme ça, itérativement, on pourrait avoir un métamodèle idéal. La deuxième question qui pourrait se poser, mais que je n'aborderai pas ici, c'est de savoir comment on va s'arrêter. À quel moment on va dire finalement j'ai assez de points d'expérience. Donc classiquement, en crégeage, il y a quand même une communauté qui discute aussi de ce point-là. Hein, ça n'a pas été abordé dans le précédent séminaire, mais c'est des approches complémentaires. Donc il y a une grosse communauté qui discute de ça. Et donc, la question, pas la question, les propositions qui ont été faites, elles peuvent se classer globalement en deux familles. Donc, il y a une famille qui est assez proche de ce qu'on fait en éléments finis adaptatifs, où on se dit, on a eu des points d'observation. Avec ces points d'observation, on peut exploiter la connaissance qu'on a, l'information disponible, et on va mettre les points là où on a le plus d'incertitudes. Où on a la plus grande erreur si on arrive à estimer une erreur.
La deuxième approche, qui est assez différente et qu'on n'a pas classiquement quand on fait du Galerkin, parce que les schémas mathématiques sont très différents, c'est de se dire finalement, on a très peu de points, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe entre les points. Donc finalement, l'idéal, c'est d'avoir des points qui sont uniformément répartis sur tout le domaine paramétrique. Donc on va essayer d'avoir des points qui permettent uniquement d'avoir une distribution uniforme sur tout le domaine paramétrique. Donc, en pratique, de manière plus précise, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde ici les différentes stratégies qui sont proposées pour l'exploitation, donc l'exploitation, c'est la partie qui va permettre d'analyser l'erreur. Donc ici, on a un exemple très simple en une dimension, où on a notre modèle, notre fonction exacte qui est en bleu, et en rouge, on a notre fonction, notre métamodèle. Donc ici, vu qu'on a la fonction exacte, puisque c'est vraiment pour l'illustration, pour comprendre, on peut avoir l'erreur réelle. Donc là, l'erreur, elle a été renormée pour être à 1 pour l'erreur maximale. Et ce qu'on voit, c'est que l'erreur, elle n'est pas du tout équitablement répartie sur le domaine paramétrique. Donc on se retrouve avec une zone qui est très mal approximée, alors qu'il y a des zones qui sont relativement bien approximées. Si on arrive à avoir un indicateur de cette erreur réelle, on sait où il va falloir rajouter le point, et ça va être assez simple d'avoir une bonne approximation. Donc la question, c'est comment on peut avoir cette erreur-là. Donc ce qui a été proposé, c'est par exemple une stratégie par validation croisée. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la validation croisée? On enlève des points d'observation. Donc on se dit, on va enlever le premier point, on crée un nouveau métamodèle. On enlève le deuxième point, on crée un deuxième métamodèle. On enlève le troisième point et vice-versa et vice-versa. Donc il nous faut créer pas mal de points. Donc là, je vous montre un exemple avec très peu d'observations. Bien sûr que si on a beaucoup d'observations, les choses vont être beaucoup plus compliquées. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir analyser où est la plus grande erreur. Donc classiquement, on pourrait avoir l'erreur réelle avec le point exact. D'accord? Donc si on enlève le point 1 et qu'on observe par rapport à l'observation réelle au point 1, là, on a l'erreur exacte entre ce nouveau métamodèle et l'observation. Toutefois, l'erreur dans ce point-là, l'erreur réelle du métamodèle dans ce point-là, elle est zéro de toute façon, puisqu'on sait très bien qu'ici, on a l'observation réelle. Mais bon, on arrive par des aspects assez techniques à estimer une erreur, mais plutôt avoir un indicateur d'erreur. Et là, c'est ce qu'on voit en rouge, l'indicateur d'erreur proposé par une validation croisée, qui nous permet quand même d'analyser à peu près qu'on va avoir une erreur qui est assez forte dans cette zone-là. Ce que vous pouvez voir, c'est que par cette approche-là, un des gros problèmes qu'on peut avoir, c'est qu'il nous faut créer beaucoup de métamodèles outils, on va dire. Ici, c'est une deuxième stratégie qui est proposée. C'est assez proche de ce qui a été discuté la semaine dernière. C'est une stratégie où on a un vote par comité. Donc maintenant, la question, ça va être comment on crée ces comités, donc, ou ces candidats. Ici, en fait, la stratégie qui est proposée, c'est une stratégie très proche de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on discute du noyau d'autocorrélation. Donc, on a choisi 3 différents noyaux d'autocorrélation. Et ce qu'on peut voir, donc, on a utilisé ce qui a été utilisé la semaine dernière de mémoire, l'exponentiel au carré, un cubique ou un materne 3/2. Tous les métamodèles de référence ici ont été construits avec materne 3/2 qui apparaît comme la solution la plus robuste dans pas mal de cas. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, selon les zones, la différence d'estimation par les métamodèles selon l'autocorrélation, dans cette zone-ci, la variation est très grande. Alors que dans les zones où la connaissance est bonne, la variation est très faible. Donc, ça revient à comprendre qu'en fait, ce noyau d'autocorrélation, il a une très grande influence quand on a une très grande méconnaissance du modèle. Donc, ici, on va pouvoir avoir une assez bonne interprétation de la réalité ou indication de la réalité, où on voit qu'en fait, ici, on a une erreur vraie qui est assez bien estimée par notre variance par comité, par ce choix-là d'autocorrélation. Donc ici, on arriverait très facilement à dire, OK, le nouveau point, il faut le rajouter ici. Donc là, on a vraiment l'erreur la plus grande. Une troisième stratégie classique pour ce genre d'approche par exploitation, c'est l'approche par gradient. Donc ça dépend beaucoup de la surface de réponse qu'on veut analyser. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, on va voir que l'erreur est plus grande, ou en tout cas qu'il faut rajouter des points là où le gradient est le plus fort, c'est-à-dire dans cette zone-là, alors qu'ici, finalement, l'erreur vraie, elle est plutôt dans cette zone-là, où le gradient n'est pas très fort. Donc ici, on a vraiment une approche qui permet surtout d'analyser et de rajouter des points là où les gradients sont très forts. Ça, c'est différentes stratégies pour l'exploitation. Maintenant, on a différentes stratégies pour l'exploration. L'exploration, c'est
intellectuellement plus simple à comprendre. On veut juste avoir des distances qui soient faibles entre les points et équitablement réparties. Donc là, ce qu'on analyse, c'est un critère par distance. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'erreur, elle est plus forte, là où la distance est la plus grande. Donc, on va rajouter un point ici. Donc ça, c'est une stratégie qui est basée uniquement et directement sur la distance entre les points d'observation. Et ici, on peut avoir une stratégie qui est basée sur la variance. Donc, c'est juste la distance à laquelle on a rajouté l'information du noyau d'autocorrélation. Et donc, du coup, on se retrouve avec une déformée de cette distance-là. Et dans les deux cas, des choses relativement similaires. Donc maintenant, pour comprendre sur un exemple simple, ce que vous voyez ici, c'est une fonction à une dimension, donc avec deux non-linéarités assez fortes qu'on va étudier. Donc pour étudier ça, on commence par cette observation. On aurait pu commencer par moins, mais c'est pour avoir une première analyse assez pertinente déjà. Donc ces points ont été équitablement répartis. Et ce qu'on peut voir, c'est que grâce à ces 7 points-là, on arrive à avoir un point ici dans la non-linéarité. Donc on arrive à peu près commencer à voir qu'il va y avoir un problème ici, mais un problème, en tout cas un comportement particulier ici, alors que la non-linéarité de gauche est totalement ignorée. Donc, on va finalement rajouter des points. Si on rajoute des points et 7 points purement par exploitation, on analyse que ce qui se passe localement au niveau de la non-linéarité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des points ici et on a un nouveau métamodèle avec 14 points qui est capable de décrire particulièrement bien cette non-linéarité-là, mais qui ignore quasiment cette non-linéarité-ci. Au contraire, si on ajoute les 7 points purement par exploration, ce qu'on fait, c'est qu'on les répartit équitablement sur l'ensemble du domaine. Et là, on arrive à identifier, ou en tout cas à détecter deux non-linéarités, et aucune des deux n'est vraiment pertinemment décrite. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que rapidement, ce que les gens se sont dit, c'est que le scénario idéal, c'était de combiner les deux, et de se dire que si on mettait un peu de chaque dans le score pour avoir une optimisation, pour créer un nouveau point, on arriverait à peu près à bien décrire les deux aspects. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'avec ces 14 points, donc les 7 nouvelles observations, on arrive à décrire très bien la non-linéarité qui avait déjà été décrite et à décrire à peu près et à détecter celle-ci qui apparaît. Donc, pour vous montrer ce qui se passe avec un schéma réel, un exemple de schéma réel, EIGF, Expected Improvement for Global Fit, on a un score. Donc, le score, il va être composé de deux composantes, une exploration et une exploitation. Ici, l'exploitation, c'est purement la variance du métamodèle. Et l'exploration, c'est une différence entre une moyenne et le point détecté le plus proche. Donc, on arrive à avoir des points au départ qui nous donnent vraiment une tendance. On arrive après à avoir un score. Et ce score-là, on va essayer de l'optimiser pour avoir le point qui permettrait, d'après ce score, d'améliorer au mieux le modèle. Donc, vous allez voir que parfois, pour cette itération-là, par exemple, le score est très bas pour un point qui est effectivement, au départ, à une mauvaise interprétation. Donc, on a ici en rouge la fonction vraie et en bleu le métamodèle. Donc là, ça marche pertinemment. Ici, c'est aussi pertinent. On voit qu'on rajoute un point à un endroit où la méconnaissance est très grande. Et ici, on peut voir qu'on rajoute un point à un endroit qui, a priori, est déjà relativement bien connu. Donc, on voit qu'ici, on est quand même dans une approche qui est assez heuristique et où on peut rajouter des points qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Ici, c'est pareil, on rajoute un point qui va être assez peu pertinent. On va rajouter quand même quelques points qui sont pertinents. On va rajouter un ici, on va rajouter un ici. Et comme ça, on peut faire itérativement. On peut aussi faire des schémas adaptatifs par paquet et rajouter plusieurs points au même moment. Et donc là, ce que vous voyez, en continuant, c'est qu'on arrive à avoir 19 points d'observation et à avoir à peu près bien décrit cette courbe-là en ayant une analyse globalement assez juste. On a quand même encore des points où ce n'est pas totalement bien interpolé, mais on arrive déjà, avec un faible nombre de points, à avoir une bonne image de la fonction. Donc, dans la littérature, pas mal de schémas ont été proposés. Donc là, ici, je vous propose un ensemble de schémas actuels proposés. Donc, il y a des schémas qui sont très particuliers. Par exemple, le EI, c'est un schéma qui permet surtout de chercher un optimum de fonctions. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en noir, on a les points initiaux. Et en bleu, on a les points qui ont été rajoutés du 10e au 20e. Et en rouge, on a les points qui ont été rajoutés après le 20e. Et l'échantillonnage s'arrête quand on a une erreur moyenne absolue qui est inférieure à 0,01, puisqu'ici, on connaît la fonction de référence, qui est la fonction en bleu ici. Et on se fixe un maximum de 50 échantillons. Donc, vous voyez qu'il y a des points qui sont capables de décrire la fonction en relativement peu de points et d'autres en beaucoup plus. Ici, par exemple, on a beaucoup de points qui sont rajoutés en rouge. Il y a des points, les points sont
la distribution des points dépend très fortement du schéma. Et on a des points qui ont été entourés ici en noir. Je pense que ce problème a été discuté la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne me souviens plus très bien. C'est des problèmes d'agglomération de points. Donc, en crigeage, vu qu'on utilise la fonction d'autocorrélation, si on a des points qui reviennent et qui sont totalement agglomérés, donc on est avec une distance de 0 ou quasiment 0, on peut avoir des matrices mal conditionnées et donc des problèmes dans le schéma numérique. Donc là, le schéma, il s'arrête juste par des problèmes d'agglutination de points. Donc ici, on voit à l'œil que c'est très, très différent. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de comparer en valeur, en erreur, pour voir qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui l'est moins. Donc ici, les schémas adaptatifs, donc l'ensemble des schémas qui ont été étudiés, sont comparés à un schéma de référence qui est un schéma sans schéma adaptatif. Uniquement, c'est un Latin Hypercube Design. Donc c'est un schéma qui permet uniquement d'avoir des points qui sont uniformément répartis sur l'ensemble paramétrique. Donc, on a cette solution de référence. Donc, on a le métamodèle initial où on a juste 10 échantillons qui sont équitablement répartis sur le domaine paramétrique avec une performance d'erreur par rapport à la solution réelle. On rajoute 10 points. Donc, on a aussi une solution de référence avec 20 observations et on a des performances de référence. Maintenant, on regarde les schémas adaptatifs et on rajoute de la même manière 10 échantillons, 10 observations à partir du même métamodèle de départ ayant 10 échantillons. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des métamodèles, donc tous les métamodèles qui sont écrits avec les performances rouges ont des performances qui sont moins bonnes que le schéma non adaptatif. Donc il y a des schémas pour lesquels on s'attend à ces performances-là, par exemple le EI, parce que c'est un schéma qui permet d'avoir une optimisation. Donc c'est logique qu'on ne puisse pas avoir une bonne image globale avec des paramètres d'erreur globaux. Là, vous voyez ici les définitions des différents paramètres. Donc c'est une erreur absolue moyenne, une erreur moyennée root squared. Voilà, on a différents paramètres. On a le score R carré classique et une erreur au carré maximale relative. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que celui-là, c'est normal, mais on a d'autres schémas qui, pour tous les critères, performent moins bien que le schéma non adaptatif, alors qu'ici, on a quand même dû créer tous les outils auxiliaires pour créer le schéma d'optimisation, plus le calcul d'optimisation pour décider le nouveau point. Donc, vous voyez qu'on a fait un effort numérique qui, en fait, n'a aucun intérêt puisqu'on se retrouve avec des performances qui sont carrément détériorées. Ici, je vous présente des exemples en 1D. Bien sûr, on peut faire ça en plus grande dimension, bien que le crigeage soit... En tout cas, il faut du crigeage plus sophistiqué pour arriver à des dimensions importantes. Globalement, on s'arrête à en tout cas, dans les exemples que j'ai traités, on s'est arrêté à des dimensions 6, 7, 8 jusqu'à 10. Mais bon, là, on voit bien que tout ça, ça nous donne des performances qui sont détériorées, donc finalement, on a peu d'intérêt. Il y a des critères, il y a des schémas qui ont des critères qui peuvent être meilleurs ou moins bons selon le critère qu'on considère. Donc là, on voit bien l'intérêt du critère d'erreur. Bon, ça, c'est comme dans tout schéma adaptatif. Selon l'outil qu'on utilise et la quantité d'intérêt qu'on utilise, on peut avoir différentes performances. Finalement, on n'a que 2 schémas qui performent beaucoup mieux dans tous les cas, selon tous les critères d'erreur. Donc, c'est le CVD et le SSA. Donc ici, on peut vraiment discuter quel est l'intérêt d'utiliser des schémas adaptatifs pour des fonctions qui ont une réponse de surface simple. Donc là, je vous ai présenté une surface de réponse qui est simple, mais quand même non monotone. Je vous évite de vous montrer une succession de cas. Déjà, je pense que celui-là est suffisant. Mais si on utilisait une surface de réponse assez classique, comme on peut avoir de manière, par exemple, purement monotone, où on aurait un endommagement selon des paramètres ou une opacité selon des paramètres, donc ça va être en général une fonction particulièrement monotone. Là, dans ce genre d'application, les schémas adaptatifs de crigeage donnent des performances ou comparables ou moins bonnes que des schémas non adaptatifs. Parce que finalement, il n'y a pas assez de caractéristiques très particulières de la fonction qui permettent ou qui nécessitent un échantillonnage très particulier pour l'interpolation. Donc, on se retrouve avec un grand nombre de cas pour lesquels ces schémas-là ne sont pas pertinents. Et en fait, il vaut mieux faire ce qui a été montré précédemment, des schémas où on échantillonne uniquement aléatoirement, sans se poser trop de questions, et on réfléchit beaucoup plus à comment interpoler au mieux les données qu'on a. Maintenant, il y a d'autres cas où la situation est un peu différente. Donc là, je vais vous présenter des travaux qui sont pour l'industrie automobile. C'est une collaboration avec Yann Fouque. Donc, c'est pour étudier des problèmes de friction et des problèmes de friction qui mènent à des cas d'instabilité dynamique.
Donc, en fait, c'est pour étudier des systèmes de freinage. Donc, typiquement, quand on va freiner, est-ce qu'on va avoir une instabilité due au système de freinage? Donc, moi, ce que j'ai étudié ici, ce qu'on a étudié ici, c'est des instabilités de type stick-slip. Donc, on a deux solides rigides en contact et à faible vitesse, il va y avoir des variations des forces de friction et les vitesses relatives, elles vont osciller. Et donc, on va avoir ce genre de système classe typique pour donc, comme je disais, les freins automobiles. On peut avoir aussi un peu la même chose au niveau des failles. Pour les failles, elles ont le même genre de comportement qu'avaient créé les ondes sismiques. Donc, dans le cas de l'automobile, l'idée, c'est qu'on veut maintenir un champ paramétrique dans lequel, ou un sous-domaine paramétrique dans lequel on garantit qu'on peut éviter ces instabilités-là. Puisque ça, c'est des instabilités qui sont vraiment dommageables pour les systèmes. Donc, quand on étudie ça, on prend des systèmes dynamiques qui sont, par la modélisation, relativement simples, au sens où on a juste un corps rigide sur un tapis roulant. Et les complexités, elles vont venir. Donc, on a ici l'équation temporelle qui va nous donner le système. Donc, on a juste un ressort qui est un peu complexe et le système qui va tourner. Et par contre, ce qui va être compliqué, c'est la force de friction entre les deux systèmes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est quel est le type de force de friction qu'on considère, de modèles de friction. C'est des modèles qui correspondent à des modèles de plasticité. Donc, on va avoir une friction très particulière avec un modèle de Lucre où on a ici un ensemble de complexités pour décrire les aspérités et ce genre de complexité de friction. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ici, c'est vraiment pour... c'est dans le modèle, mais ça ne change rien pour l'aspect crigeage. Donc, juste pour l'analyse, pour mieux comprendre ce qu'on fait, donc on va avoir ces oscillations-là. Mais l'objectif de ce qu'on fait, on va avoir ces oscillations-là, on va avoir un portrait de phase comme ci. Et donc, ce qu'on veut, c'est savoir, avec une analyse directe à travers une quantité d'intérêt, comment je garantis ou je ne garantis pas que je vais être dans ces oscillations. Donc, tout d'abord, on peut étudier des choses qui sont assez intéressantes. C'est le temps où on va être en stick avec le système et donc qu'on ne va pas être en slip. Donc, pour l'instant, ce qu'on étudie, c'est le temps cumulé entre 150 et 250 secondes où on a cette zone de stick. Donc, on considère ici le stick quand la vitesse relative est inférieure à 10-4 mètres par seconde. Donc, ce que vous voyez ici, pardon, je vous montre d'abord, c'est la surface de réponse. Donc, vous voyez que par rapport aux surfaces de réponse qu'on peut avoir classiquement, elle est relativement chahutée. On a des gradients qui ne sont pas très réguliers. On a aussi une fonction qui n'est pas monotone. Donc, on se retrouve avec des choses assez complexes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les différents schémas sont à nouveau utilisés. Là, on a étudié un domaine paramétrique en 2 dimensions. Et donc, on a K1 et K2, les 2 raideurs considérées pour notre modèle de ressort. Vous voyez que les performances à l'œil, déjà, elles sont très différentes. On a des points qui sont échantillonnés de manière extrêmement différente. Ici, on a plutôt un système qui est agglutiné sur les bords. On peut avoir des points qui sont assez équitablement répartis et puis des points qui sont vraiment concentrés sur des particularités de comportement de la surface de réponse. Si on regarde l'erreur par rapport à ces schémas-là, on voit qu'ici, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant par rapport à la solution de référence qui est utilisée sans schéma adaptatif, bien que c'est discutable, mais on a quand même des points où parfois c'est moins bon. Mais en tout cas, on a déjà plus qui se retrouvent en comportement bien meilleur. Mais avec ce temps d'instabilité, avec ce temps de stick, on ne peut pas vraiment définir quand est-ce qu'il y a instabilité, quand est-ce qu'il n'y a pas instabilité. Donc, on a étudié une deuxième quantité d'intérêt qui permet vraiment de regarder le temps où est-ce que sont les instabilités. Donc, ça, c'est assez technique, c'est des calculs classiques. C'est assez particulier, en tout cas, on va dire. C'est vraiment pour étudier les comportements instables. Donc, on utilise des exposants de Lyapunov qui permettent de caractériser la divergence ou la convergence des orbites qui sont des orbites voisines dans l'espace d'état. Donc, en pratique, les exposants positifs nous indiquent des instabilités, alors que les exposants négatifs nous indiquent un comportement tout à fait stable. Donc, on va avoir une série d'exposants, une suite d'exposants, et donc l'idée, c'est de dire, si on arrive à savoir si la plus grande valeur d'exposant, elle est positive, on a un risque d'instabilité. Si même le plus grand, il est négatif, dans ce cas-là, on a un comportement stable. Donc, déjà, calculer ça, c'est assez complexe numériquement. Il faut passer par un schéma numérique, notamment par série de Taylor tronquée. Donc, d'abord, je vais vous montrer qu'on arrive bien numériquement à avoir la même estimation que l'estimation analytique pour calculer ce plus grand coefficient de Lyapunov. Donc, on voit bien ici les bifurcations et on voit qu'on arrive à reproduire ça
et par les fonctions analytiques et par une estimation numérique. Donc, quand on a ça, on voit pour notre exemple en 1D plus simple le schéma et on voit que le coefficient de Lyapunov positif est bien relié à ce comportement avec des bifurcations et très instable, alors que les parties du champ paramétrique qui sont très stables correspondent à des valeurs négatives. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que finalement, si je veux en tant qu'ingénieur analyser cette surface de réponse-là, ce que je veux, c'est assez particulier. Ce que je veux, c'est pas forcément connaître la surface de réponse de manière exacte. Ce que je veux, c'est savoir si j'ai une valeur positive ou une valeur négative. Donc en fait, finalement, ce que je veux faire, c'est ce qui se fait en risque, hein, classiquement, c'est-à-dire classifier est-ce que je suis stable ou instable, comme on classifierait est-ce que la surface, est-ce que la structure a tenu ou n'a pas tenu. Donc, si j'étudie ça avec des schémas classiques adaptatifs, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de beaucoup de points parce que ma surface, elle est très chahutée. Et du coup, ici, vous voyez donc les points qui ont été rajoutés. Et ici, vous voyez la prédiction du schéma et des deux classes. Donc, le système, la solution de référence, où on voit en rouge ici les instabilités et en gris le domaine stable. Et on voit ici que la prédiction, bon, on arrive bien à analyser hein, où est la zone, mais les frontières sont assez mal décrites. Ici, c'est un peu mieux, mais si on comparait vraiment avec des valeurs d'erreur, l'erreur est encore quand même assez grande. Si on compare avec d'autres schémas, certains schémas ne sont même pas capables de décrire cet aspect-là, parce qu'eux, ils s'intéressent à d'autres aspects, et vous voyez que finalement, eux, ils vont échantillonner dans d'autres zones de la surface de réponse. Donc ici, on a des points qui sont agglomérés dans cette zone-là, qui finalement, pour nous, n'est pas forcément la plus pertinente. Donc ici, on va discuter d'un schéma particulier. Donc, dans l'idée qu'on a ici, c'est de se dire, OK, pour des cas qui sont très particuliers, des schémas adaptatifs avec un but particulier peuvent être pertinents. Donc, on utilise des schémas proposés dans la littérature avec des schémas de Voronoi. On peut utiliser, donc, on va bien utiliser l'exploration et l'exploitation, et on va switcher de manière aléatoire entre les deux. Donc, il y a une étape donc pour l'étape d'exploitation. Il y avait une question, quelqu'un j'ai entendu parler? Non, c'est Filippo qui tape avec son micro allumé. Je vais aller tomber. Oh, désolé. Donc, pour l'étape d'exploitation, l'idée, c'est de se dire, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir dans quelle classe on est. Donc, finalement, il faut exploiter l'information qui est pertinente. Donc, ici, on a les différents échantillons qui ont déjà été analysés et on sait donc du coup dans quelle classe ils sont puisque eux, ils ont été calculés. On va pouvoir analyser où est-ce qu'on a les frontières et savoir où est-ce qu'est la méconnaissance entre les frontières. Donc, on peut donner des scores aux différents points et savoir où est-ce qu'il nous faut rajouter un point pour ajouter un point entre deux cellules de Voronoi qui ne sont pas dans la même classe. C'est la cellule de plus grande distance. Donc là, typiquement, on va rajouter un point ici. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, toute la technicité de cette approche-là, mais ce qu'on voit, c'est que c'est très particulier parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est juste la frontière entre ces deux points, entre ces deux classes. Donc, quand on fait ça, donc là, vous voyez ici une surface de réponse de référence. Donc là, on voit la surface classique comme on ferait en régression, où on voudrait avoir toute la surface. Ici, on a fait 2000 observations pour l'établir. Ici, on a les deux classes qui sont étudiées et qui sont analysées à partir de cette observation-là. Et maintenant, on voit qu'avec le schéma adaptatif, on arrive à avoir une bonne interprétation de la réalité avec seulement 90 observations en partant de 5. On peut voir que ce n'est pas typique à ce problème-là. On voit un deuxième type de problème où la classe, elle est vraiment agglutinée dans un coin. Et finalement, on arrive à peu près à la détecter, même très bien, avec uniquement 65 observations. On analyse ça avec des erreurs, avec des critères, avec des indicateurs d'erreur. Donc, l'indicateur d'erreur, c'est est-ce que les points sont bien identifiés dans leur classe par rapport à la solution de référence, dans la classe positive ou dans la classe négative. Bien sûr, la classe négative, elle est relativement facile à observer puisque c'est une classe pour laquelle il y a beaucoup de points. Et dans l'autre classe, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, au départ, bon, on est très mauvais. Assez rapidement, on arrive à s'améliorer, comme dans beaucoup de schémas adaptatifs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à vraiment s'améliorer pour arriver à des performances qui sont vraiment très fiables. On peut voir que ce n'est pas du tout typique au type de modèle et que c'est vraiment des schémas adaptatifs au sens où on va vraiment s'adapter à la surface de réponse, quelle qu'elle soit. Donc là, vous voyez une surface de réponse où on a des schémas, on a des comportements instables sur deux sous-domaines.
Donc, même qu'on ait 2 sous-domaines, on arrive bien à les considérer. Bon, toutefois, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on reste avec des interpolations, donc on ne peut pas tout faire, hein. Donc là, vous voyez un cas compliqué où on a 2000 observations. Donc là, vous voyez la solution de référence où il y a des phénomènes de stabilité qui sont carrément immergés dans des zones d'instabilité. Donc là, c'est des comportements très chaotiques avec des changements de paramètres qui amènent des grands changements. On voit les points d'observation ici, où on a 120 observations. Avec ces 120 observations-là, on est capable d'avoir une frontière entre les 2 domaines, mais on n'est pas capable de représenter exactement ce qui se passe avec tout ce comportement-là. Alors après, ici, pour cette application-là, ce n'est pas très grave au sens où l'ingénieur, ce qu'il veut, lui, c'est rester dans une zone qui est vraiment stable. Et donc, en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de savoir où est cette frontière-ci. Et en général, ils ne vont pas s'aventurer à mettre des points qui sont vraiment là, très, très proches de zones d'instabilité. Mais bon, on voit quand même les limites du système. L'interpolation ne permet pas de tout faire. Et notamment, ici, on voit bien qu'on n'a aucun point qui a été détecté dans la zone de stabilité. Et dans l'autre sens, si on a vu un point détecté dans la zone de stabilité, probablement que ça aurait créé des problèmes, parce que probablement qu'on aurait même des problèmes, en tout cas des zones inadéquates ou non justes, parce qu'en fait, on aurait probablement eu une zone plus grande de stabilité que la zone réelle. Ce qu'on peut voir, c'est que ce genre de modèle, ça peut être utilisé pour différentes choses. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. C'est aussi sur du crigeage pour des applications qui n'ont rien à voir, qui sont pour la délivrance de médicaments, notamment des pompes à insuline. Donc, c'est des pompes à insuline. Donc, pour ceux qui ont utilisé, je pense que beaucoup ont étudié les contrôleurs. Dans les contrôleurs classiques, c'est les contrôleurs proportional integral ou proportional integral derivated. Donc, c'est juste comment on va corriger le signal du perturbateur donné par le contrôleur pour avoir la bonne sortie qu'on veut avoir par rapport à la donnée d'entrée qu'on a. Donc ça, c'est typiquement les façons classiques où on contrôle la température dans des habitations, où on contrôle des pressions, où on contrôle aussi, dans ce cas-là, des pompes à insuline. Donc les PID, c'est à peu près 70% des contrôleurs utilisés dans l'industrie. Ce qui se passe avec ces PID, donc ici, vous voyez des courbes, donc dans le cas typique de la pompe à insuline, où on a le taux de glucose dans le sang, on a l'insuline qui est infusée, l'insuline dans le plasma et l'action de contrôle. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, selon les paramètres du contrôleur, on peut arriver à des comportements qui sont instables. Et normalement, il faut bien sûr que la personne qui fait le design du contrôleur s'assure a priori que les paramètres de contrôle qu'elle décide vont éviter au maximum d'avoir ces zones d'instabilité, puisqu'en fait, c'est des comportements qui sont totalement inadéquats et que bien sûr, la personne qui a le diabète ne veut pas avoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, c'est à peu près la même chose. La seule extension qu'il y a dans ces travaux, c'est qu'on étudie finalement pas, on étudie vraiment la zone dans laquelle le processus va être contrôlable. Et dans les cas des pompes à insuline, on a des incertitudes qui sont à plusieurs échelles, c'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus ce que la personne va manger, ce qui va se passer, et plein de scénarios sont très incertains. Et donc, du coup, ce qui a été étudié ici, c'est est-ce qu'on peut rentrer ces incertitudes secondes dans ces zones d'instabilité, de stabilité. Donc, ce que vous voyez, c'est que finalement, selon les incertitudes qui sont considérées, on est plus stable ou instable, mais on a une probabilité de stabilité ou une probabilité d'instabilité. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'ici, dans cette zone-là, la probabilité d'instabilité, elle est quasiment nulle, alors que dans les zones qui sont ici, la probabilité d'instabilité est à 1. C'est-à-dire qu'on est sûr d'être instable, quel que soit le comportement du patient. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça peut être appliqué à des choses qui sont très différentes. Donc, pour conclure, on a vu un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, que le crigeage nous permet d'avoir des métamodèles qui sont efficaces. Je n'en ai pas discuté ici, mais ça marche surtout à faible dimension, en tout cas dans des approches classiques. Hein. Après, il y a des extensions actuellement qui sont développées pour arriver à savoir comment on peut faire du crigeage à grande dimension. Les schémas adaptatifs, c'est un moyen qui apparaît très séduisant et intéressant pour résoudre les temps de calcul, notamment pour nous, où on a des calculs forts qui peuvent prendre plusieurs heures pour un calcul. Donc, a priori, c'est très attrayant. Finalement, si on étudie des surfaces de réponse qui sont relativement simples, ça ne vaut pas le coup de s'embêter à implémenter tout ça et à faire des efforts pour avoir les meilleurs points, parce que finalement, en ayant juste un champ aléatoire, un champ de points répartis aléatoirement, on va se retrouver avec des bonnes performances et avoir une bonne surface de réponse. Donc, dans le cas classique, la réponse est plutôt, c'est pas une bonne idée d'avoir un schéma adaptatif.
Dans des cas assez particuliers où les surfaces de réponse se sont chahutées, où on a des objectifs qui sont assez particuliers, ça peut devenir intéressant et on peut voir que là, on peut réduire de manière assez drastique les temps de calcul. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on peut discuter. Merci beaucoup, Amélie. Et on a le temps pour quelques petites questions. Donc, je vous prie, comme d'habitude, de réserver votre place dans la conversation à côté. Entre-temps, j'ai une question plutôt culturelle. Les applications souhaitées, bon, je vois bien les stick slip qui est un cas plutôt classique. Et l'histoire de la pompe à insuline aussi, c'est sympa parce qu'il permet de se remettre dans un cas similaire avec l'application pratique. Sinon, des applications mécaniques grande échelle, qu'est-ce qui est... Actuellement, je travaille sur la continuité de ces travaux-là pour des structures bistables. OK. En fait, c'est pour des tubes bistables où en fait, ce que tu veux, c'est ce qu'on veut, c'est optimiser les paramètres des actuateurs. Donc, en fait, tu as des structures qui peuvent faire un snapback et un snap-through. Et ce que tu veux, c'est avoir les bonnes positions des activateurs pour avoir la plus grande amplitude de snapback et snap-through avec la plus faible force. Je vois très bien. Et en fait, dans ce genre de comportement qui est très instable, tu as le même type de problématique. Qui est purement mécanique, où en fait, actuellement, numériquement, c'est des calculs qui sont assez lourds. Hein. On utilise des méthodes par longueur d'arc. Et donc, pour essayer de réduire au maximum le temps de calcul en diminuant le nombre de points d'estimation, ça semble assez attractif aussi. Je vois bien. Merci. On a Didier réservé en premier. Donc, tu peux allumer ton micro et ta caméra. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfait. Oui, j'avais une question sur qui m'est venue en voyant les surfaces là, très irrégulières où en fait on pouvait avoir des points de stabilité perdus au milieu et qu'il était raisonnable pour un ingénieur de ne pas se mettre dans cette région. Est-ce que ça, on ne peut pas automatiquement le prendre en compte et en fait lisser les surfaces de réponse en disant que de toute façon, dans le dimensionnement, les valeurs qu'on va rentrer des paramètres sont eux-mêmes incertains. C'est-à-dire que il y a, quand on dit qu'on rentre tant, c'est tant à plus ou moins une certaine erreur. Et donc, automatiquement, le prendre en compte dans la surface de réponse qui, à ce moment-là, sera nécessairement plus lisse et avec moins de trous. Oui, alors ça, c'est un peu l'idée qu'on a eue après dans les travaux qu'on fait là sur la pompe à insuline, où en fait, on se retrouve à lisser parce qu'on considère, comme tu dis, de l'incertain dans l'incertain. Ouais. Mais effectivement, on n'a pas du tout regardé ça pour ce cas-là des instabilités stick-slip. On n'a pas regardé du tout comment, si c'était intéressant, si c'était pertinent, qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce cas-là, mais ça pourrait être intéressant. Et sinon, donc, tu mentionnais que tu pensais que ça pouvait tenir jusqu'à disons une dizaine de variables d'entrée, mais tu n'as pas mentionné sur le nombre de variables de sortie, parce que là, tu n'en as qu'une seule, voire une variable binaire au besoin dans le cas où tu fais de la classification. Mais si effectivement tu as plusieurs variables de sortie et plusieurs variables d'entrée, qu'est-ce que tu évalues comme limitation? Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là dans les calculs, comme je disais précédemment, pour les structures bistables, où en fait, finalement, on se retrouve avec plusieurs sorties, puisque finalement, on a une surface de réponse pour le snapback, pour le snap-through, pour les forces. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend surtout si ces surfaces de réponse-là, elles sont corrélées ou pas. Et donc, dans le cas typique que nous, on étudie, qui est assez particulier, en fait, elles sont... Le problème ce qu'on étudie en ce moment, c'est de voir quand est-ce qu'elles sont déjà ensemble, quand est-ce qu'on a toutes les informations, et quand est-ce qu'il y a des corrélations entre les surfaces. Mais qu'est-ce qui se passe entre les surfaces, en fait? Finalement, est-ce qu'on met un score global? Comment ça évolue? Comment l'optimisation va évoluer selon la quantité d'intérêt qu'on prend en sortie? Okay. Et après, ça, je pense vraiment que c'est assez problème dépendant, au sens où, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Si on reste dans du quasi statique, quasiment tout est corrélé et il n'y a pas de... Ben, on arrive à avoir peu de différence, en fait, n'importe quel score qu'on prenne. Dès qu'on rentre dans des camps comme là, avec des instabilités, c'est un peu le contraire. Il y a des quantités d'intérêt qui sont très fortement variables. Et après, on est en train d'étudier justement, est-ce que les scores ont des influences ou pas. Ok, merci. Andrea, il faut allumer les micros, Andrea, sinon on ne t'écoute pas. Ah, tu as raison. Bah, c'est bien toi, tu as tout compris. Hein.
Oui, j'ai vu ta bouche. Amélie, et donc, une petite question. Ça, ces méthodes adaptatives, ça ressemble beaucoup à des choses important sampling ou level Oui. 7, choses comme ça. Donc, qu'est-ce que, en gros, je sais pas, qu'est-ce que ça apporte plus qu'à... Parce qu'à la base, tu dois faire les mêmes points pour détecter la zone des dégâts ou d'endommagement. Donc, tu feras les mêmes calculs éléments finis coûteux. Donc, qu'est-ce que ça apporte utiliser un métamodèle vis-à-vis de ça? Alors, déjà, ça dépend ce qu'on veut faire en fait. L'important sampling, ce qui se passe, c'est ce que tu fais, c'est que, dans ma connaissance de l'important sampling, c'est que tu vas translater ton Monte Carlo pour le mettre au niveau. Donc, en fait, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est assez proche de ce que j'avais montré au départ pour Monte Carlo, mais qui ne va pas être centré sur la moyenne, mais qui va être centré sur la zone de rupture. Mais sur la surface qui va t'amener ta surface de limite entre ta partie qui va être fiable, on va dire, qui va résister, et ta partie de rupture. Donc déjà, quand tu as une instabilité, c'est différent parce que tu n'as pas une frontière. Tu vois, comme je t'ai montré, tu as des zones qui peuvent être très différentes. Donc finalement, tu ne peux pas juste translater ta distribution. Et après, la différence, c'est que dans l'important sampling, tu continues à faire du sampling. Donc, en fait, tu continues à faire de l'échantillonnage ici. Donc, normalement, tu as un nombre de... Tu fais vraiment un travail sur la distribution des paramètres d'entrée. Alors que là, c'est vraiment ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir juste la distribution. Et dans la classification, je suis d'accord avec toi que ça serait à comparer avec l'important sampling, mais la vraie différence, c'est que nous, ici, on n'a plus vraiment une distribution qu'on translate. Si ça répond à ta question. Oui, je vois. C'est typiquement ce que tu verrais. Dans l'important sampling, on ferait un cas, je te montre, attends 2 secondes. On arriverait très très bien à gérer ce cas-là. Ce cas-là, par important sampling, ça marcherait très bien. Un cas comme celui-ci ou celui-là, je pense que c'est plus compliqué. D'accord. Et après, il y a sûrement des variantes qui peuvent exister. Là-dessus, je ne suis pas totalement sûre de... Je n'ai pas la connaissance exacte de ce qu'ils font en important sampling. En fait, je n'ai pas vu de travaux qui sont basés sur l'important sampling pour faire vraiment de la classification complexe comme ça. D'accord. Je ne sais pas si... Ah oui, il y a une autre question. Je laisse la main pour quelqu'un d'autre. Et juste, excuse-moi, pour finir ta question, ce qui se fait plus en classification classiquement pour des choses comme ça, c'est les supports vector machine. Mais ça marche très très bien quand au contraire, tu as beaucoup d'observations. Ok. Et nous, en fait, typiquement, on a fait des essais dans comment nous, on l'a implémenté. Jusqu'à 200 points, le crigeage marchait mieux. À plus de 200 points, le support vector machine marchait beaucoup mieux. Et nous, en fait, l'idée qu'on avait, c'est de se dire, typiquement, là, ce qu'on fait en instabilité, on ne veut pas avoir 1000 points de calculés. Ok, bon, merci. Merci Fernando. Je te redonne la parole juste après Luc Laurent du CNAM, que je remercie pour sa participation et ça ne m'étonne pas qu'il aille en question sur les méthodes de grillage. Go Luc. Ouais, merci. Merci Amélie pour la présentation. En fait, j'avais juste une question sur les approches d'enrichissement de ce type, que bon là en enrichissement global ou en enrichissement local, souvent on est un petit peu coincé parce que pour s'arrêter. Oui. Et là, il y a des choses vous avez tenté des choses pour arriver à trouver un critère qui fonctionne de manière assez systématique ou c'est juste le temps ou le nombre d'observations que vous autorisez? On est en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, on n'a rien qui est très robuste, fiable pour des cas. C'est-à-dire que oui, quand tu arrives à avoir, il y a des cas où tu arrives à avoir des comportements, mais c'est pas. Pour moi, c'est une des questions vraiment ouvertes du sujet. Et même en utilisant de la validation croisée, parce que là, comme l'information elle est très globale, la validation croisée, elle devrait plus ou moins se stabiliser. Ça fonctionne pas? Si, ça fonctionne, mais en fait, le problème de la validation croisée, ça marche assez bien. Même le query by committee, mais le problème que tu as, c'est le nombre de calculs en fait à faire. Notamment, ouais, enfin, quand sur tu la montes validation croisée, c'est une inversion de matrice, si on veut un critère global.
Oui, je suis d'accord, mais il faut quand même avoir tous les métamodèles croisés, quoi. Ouais, alors normalement, on peut en rediscuter. Normalement, tu peux accélérer un peu ce process, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de gagner un peu sur ce volet-là. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé forcément de tout reconstruire. Mais Oui, on peut en discuter si ça tout à fait. Mais en t'intéresse. fait, nous, ce qui se passait, c'est que finalement, ça nous coûtait. Après, pour l'étude, hein, pour l'instant, je te dis, on est encore en train de travailler là-dessus. Mais pour ce qu'on a regardé pour l'étude, on voyait que finalement, on mettait moins de temps à dire on monte en nombre de points. Et on regarde finalement quand nos critères sont en train de se stabiliser, que de calculer en plus une validation croisée. D'accord. Parce que là, c'est implémenté sous c'est un quoi? point sur lequel on pourrait discuter. Je suis tout à fait preneuse. Et juste au passage, juste par curiosité, ça a été implémenté sous quoi la partie cligeage? MATLAB. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, finalement, par rapport au calcul élément fini, c'est pas du tout demandeur. Hein. Ah bah oui, je suis d'accord. Et après, on utilisait derrière ce qu'on voulait comme calcul. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que Fernando, il avait une autre petite question à poser, et après Didier aussi. Et oui, juste pour continuer notre discussion, si je continue sur la slide que tu as là, tu es en train de dire que bon, tu génères ton métamodèle et tu vas les contraindre pour essayer de trouver toutes les possibles solutions, donc tous les points noirs que tu as là sous la zone rouge. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, parce que si j'ai bien compris, ton idée, ton application, c'est savoir où est la zone rouge et où est la zone grise. Tout à fait. Pas de savoir si ton modèle il est bon dans la zone rouge ou dans la zone grise. Exactement. Donc, est-ce que tu ne peux pas les contraindre au lieu d'essayer de chercher des points au milieu de cette zone rouge, juste de faire une contrainte par rapport à une valeur qu'on peut appeler faux négative ou faux positive sur les points, sur la zone rouge ou la zone grise? Est-ce que tu peux répéter la question? Parce que je n'ai pas compris, je crois. En fait, mon idée, c'est que si tu as dans ta figure que tu as là, tous les points qui sont sous la zone rouge, dans ta figure à gauche, en bas, pour moi, ils sont des points perdus. Ça ne sert à rien d'avoir calculé ça. D'accord, je comprends. Si ce qui t'intéressait à savoir, c'est où est la zone rouge et où est la zone grise. Je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que le problème que tu as, c'est que tu sais pas où elle est avant. Donc, typiquement, tu peux avoir une zone grise qui est ici. Tu vois, c'est typiquement ce que tu vois là. Ici, dans cet exemple-là. Tu peux croire au départ. Imagine au départ, tu vas avoir vu que cette zone rouge-là. Et finalement, il y a une autre zone rouge qui est ici. C'est ça le problème de ces surfaces de réponse-là, c'est qu'elles sont très chahutées. Donc, éventuellement, il y aurait pu avoir ici une zone rouge qui est ici, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très différent du cas dont on parlait tout à l'heure avec l'important sampling, qui est vraiment monotone, où tu sais que tu cherches juste une frontière. D'accord. Et donc, dans le cas d'important sampling, ce que tu cherches, c'est la frontière. Donc, tu sais que quand tu arrives à te rapprocher de la frontière, tu sais que la frontière, elle est là. Alors que là, tu peux avoir une super frontière ici, mais si tu as loupé une zone qui était ici, eh bien, c'est totalement mauvais. Donc là, tu le vois comme ça. Et dans les cas d'instabilité dont je parlais, là, les cas des structures bistables, c'est encore pire. Tu as des zones qui peuvent être vraiment... ici, tu as une zone rouge, et puis tu en as une autre ici, et puis une autre ici. C'est vraiment dû à ces cas typiques qui sont loin d'être monotones. OK. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, là, tu vois, par exemple, c'est le même cas que dont tu parles là, il y a plein de points qui sont rajoutés ici. Donc déjà, il y a des points qui sont rajoutés parce qu'au départ, il ne sait pas où est la frontière. Donc l'algorithme, il rajoute des points qui sont peut-être trop dans la zone rouge. Et après, ici, il y a des points qui sont agglomérés pour arriver à voir si tu arrives bien à voir la frontière. Et bon, après, peut-être ça pourrait être amélioré encore. Hein. OK, bon, merci. Merci Fernando. Une dernière de Didier. Ouais, alors la question c'est
Sur un problème de classification comme ça, ou même pour d'autres problèmes, je m'interroge sur la pertinence d'un modèle qui, à la base, est fondé sur un processus gaussien qui suppose une certaine régularité. Alors, on peut jouer sur la fonction de corrélation pour qu'il soit plus ou moins régulier dans ses trajectoires. Mais en général, on prend des choses relativement régulières, alors qu'on a un problème de classification où, en fait, même la loi de probabilité associée n'a rien à voir avec une loi gaussienne. Donc, et si tu comparais ça avec du SVM, par exemple, le SVM, il n'y a aucune loi de probabilité derrière, on fait aucune hypothèse. Avec en plus le problème du modèle gaussien, de processus gaussien, qui est que ça marche bien en petite dimension, puisqu'en grande dimension, en fait, la notion de proximité qu'il y a dedans est perdue. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui permettent de dépasser cette limitation processus gaussien derrière? Pour l'instant, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé justement les vecteurs machines, ça marchait très très bien quand on avait beaucoup de points d'observation. Donc ça, c'est effectivement ce qui est dit dans la littérature, hein, que quand on a beaucoup de connaissances, typiquement, je n'avais pas pu assister, mais je pense que c'est ce que tu travailles avec Philippot dans les séismes. Là, si vous avez beaucoup de points d'observation, ce genre d'approche, ça n'a aucune pertinence. Parce qu'en fait, dès que tu en as beaucoup, dès que tu as 500 observations ou 1000, il faut mieux éviter ça. Nous, on a trouvé une vraie frontière dans les tests qu'on a fait, où en fait, ça marchait bien quand il y avait peu de calculs et peu d'observations. Et après, la limite du fait que le fait du gaussien, on n'a pas vraiment vu, en tout cas, ou peut-être qu'on a mal analysé, hein, mais on n'a pas vu dans notre analyse des calculs vraiment, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais on n'a pas vu où ça pêchait vraiment et comment on pourrait améliorer pour arriver à décrire ça de manière plus pertinente d'un point de vue mathématique. Mais peut-être c'est un point à explorer. Ouais, en fait, comme tu cherches à avoir une fonction qui est très régulière, c'est typiquement 0 ou 1. Globalement, dans un cas, quand tu es dans la zone 0, tu as une longueur de corrélation qui est très grande. Quand tu es dans la zone 1, tu as une longueur de corrélation qui est très grande. Et puis quand tu es proche de la frontière, tu as une longueur de corrélation qui est quasiment nulle, quoi. Enfin, et qui en plus est anisotrope en fonction de la direction de ta frontière. C'est ça. Mais là, en fait, ces schémas-là, c'est assez particulier parce qu'en fait, le crigeage, il est conservé en régression. C'est que le post-processing qui est de la classification. Mais on continue à faire un crigeage par régression. Ouais. OK. Et en fait, l'intérêt qu'on avait, parce qu'on avait essayé de faire du crigeage, comme tu dis, par classification, avec que les 0 et les 1, et là, ça marchait aussi beaucoup moins bien. C'est pareil, ça marchait très bien quand on avait beaucoup de points, où on arrivait vraiment à classifier, mais en fait, la régression, elle nous permettait d'avoir une information, comme tu dis, sur ces genres de plateaux et de gradients forts, tu vois, qu'on n'avait pas avec la classification. Donc derrière, le schéma vraiment de crigeage, il est quand même en régression. OK. Super. Merci. Mais par contre, c'est un point qu'on se pose justement pour ce qu'on fait là maintenant en bistabilité, où on a, c'est ce qui a été discuté la semaine dernière, des problèmes parce que comme tu dis, l'autocorrélation, finalement, on la met homogène alors qu'elle n'est pas du tout homogène, quoi. Mais juste un commentaire, en fait, ce qu'on fait avec Philippot, en fait, on fait de l'apprentissage sur des réseaux profonds et en fait, au final, on a relativement peu de points d'entrée. D'accord. Et ça marche, et vous avez des meilleures performances qu'un crigeage? Ouais, enfin, on n'a même pas testé le crigeage parce qu'on est très non linéaire, mais a priori, avec des réseaux profonds, on arrive à converger assez bien, à représenter le modèle assez bien même avec peu de données. Alors, peu de données entre guillemets parce qu'il y a peu de points de calcul, mais chaque point de calcul contient beaucoup d'informations. D'accord. C'est-à-dire que si tu as un résultat de calcul élément fini très cher, bah, tu as beaucoup d'informations dedans, en réalité. Oui. C'est pas juste un point. Il y a plein de choses. Et en fait, c'est ça qu'on arrive à exploiter. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Parce que Yann, là, donc, il travaille avec moi, il travaille avec professeur Breger sur des réseaux de neurones. Et justement, il fait ça, comme tu dis, et là, ça marche bien parce qu'il a beaucoup d'informations. Ouais. Donc, c'est pas juste le nombre de points, quoi. Si tu fais un calcul compliqué, tu as beaucoup d'informations dedans. Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Merci. Merci à toi. Didier. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on profite pour remercier Amélie. Et avec ça, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un séminaire de Régis Coutreau ou LMA. Le séminaire va être un tout peu plus tard que d'habitude à cause de notre réunion qu'on a à MSS Math, mais je vous tiendrai au courant. Merci à vous tous pour la participation et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recontacter Amélie pour toute autre question. Merci beaucoup, Amélie. À quelle heure, Andrea? Parce que... Oui, à quelle heure, dis-moi. Andrea? Parce que tu m'as pas dit. À quelle heure la réunion? A priori, on avait... Camille, tu es là encore ou pas? Parce que c'est l'équipe matériaux qui l'a en réunion, mais ça doit être à 16h, 16h30, si tu es dispo. Eh ben, a priori, j'étais pas dispo, donc bon, on en parle. Je vais essayer de me dégager. Bah, on en parle. Bah, sinon, pas grave, l'équipe Ouais. matériaux, il ne va pas trop participer. Non, mais on va voir. OK. À plus. Parfait. Merci à vous. à tous. À la semaine prochaine pour le Merci, Amélie. séminaire de Régis. À la semaine prochaine. Ciao. Merci. Ciao, Fernando.